BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, Valentin Demey, journaliste pour Cryptost. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Et on va parler dans un instant d'un groupe du CAC 40 qui devient PSAN, l'une de ses filiales qui devient PSAN. AXA, figurez-vous, AXA, un assureur dans la jungle crypto et Web3. Que vient faire un assureur dans cet univers? C'est AXA IM, pour être précis, qui devient PSAN. Vous nous expliquerez tout dans un instant. Et puis Laurent Pignot aussi nous accompagne pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver Laurent en direct. On voit la Fed, Jérôme Powell qui hausse un peu le ton face à l'inflation, face aux statistiques toujours très costauds de l'économie américaine et des resserrements monétaires qui pourraient se poursuivre plus intensément que ce que le marché avait anticipé, que ce que la Fed elle-même avait anticipé. Comment le Bitcoin réagit-il depuis hier, Laurent? Et oui, effectivement Guillaume, nous sommes toujours dans la troisième semaine de chute consécutive pour le Bitcoin, qui avait franchi, rappelons-le, les 25 000 $ autour du 20 février et se retrouve désormais au niveau des 22 000 $ actuellement. Et il faut dire que l'allocution de hier après-midi du président de la Banque centrale américaine, Jérôme Powell, ne joue pas en faveur des actifs risqués, avec des annonces de hausse de taux à des niveaux plus élevés que les estimations du marché pour juguler l'inflation. Et comme on l'a vu ces derniers mois, le Bitcoin est sensible à ces annonces des banquiers centraux et aux conditions macroéconomiques en général. Dans ce contexte, le Bitcoin se rapproche dangereusement d'une zone très importante à conserver pour ne pas remettre en cause finalement sa hausse du début d'année. C'est cette fameuse zone autour des 21 500 $ qu'il va falloir surveiller et dont la grande majorité des acteurs du marché ont en tête. Et un passage durable sous ce niveau redonnerait de la confiance aux vendeurs et là, la pression baissière pourrait s'accentuer. Donc si le Bitcoin revient sur ce niveau, va falloir vraiment surveiller la réaction du prix. Et pour l'instant, le Bitcoin navigue un peu au-dessus, 500 $ au-dessus au niveau des 22 100 $. Par contre, dans l'autre sens, ne l'oublions pas quand même, c'est toujours les 25 000 $ qu'il va falloir traverser durablement pour repartir en dynamique haussière. Et pour l'instant, voilà, ce scénario s'éloigne jour après jour. Merci beaucoup. Laurent Pignot, en direct depuis Zone Bourse. Intéressant, regardez les cours des cryptos et on rappelle à ceux que ça intéresse de n'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Tout ça reste bien sûr très volatile et spéculatif, même si l'écosystème attire de plus en plus de monde et des acteurs de poids. Un deuxième groupe du CAC 40 devient, figurez-vous, PSAN, un nouveau PSAN en France, c'est pas n'importe lequel, c'est d'AXA qu'on est en train de parler. Valentin, on vous retrouve en direct sur l'antenne de BFM Business. Oui, ça y est, AXA vient d'obtenir l'enregistrement PSAN à son tour. Exactement, c'est tombé aujourd'hui avec d'autres groupes ou entreprises qui souhaitaient avoir le précieux sésame du PSAN, je vais y arriver, qui est effectivement cet enregistrement nécessaire pour opérer et surtout pour pouvoir rayonner sur le territoire français lorsqu'on s'intéresse au milieu des actifs numériques et des crypto-monnaies. Donc. Et aujourd'hui, c'est un énorme groupe puisque ça sera probablement, je regardais un petit peu, il y en a des grosses entreprises qui ont fait ces mouvements-là, mais ça sera probablement le plus gros à être PSAN. On avait eu la Société Générale via sa filière Forge il y a quelques mois, on avait eu la Banque de Lubac, mais là, AXA IM, vous l'avez dit Guillaume, donc une des filiales de AXA qui a son PSAN, enregistré PSAN pour la conservation, l'achat de crypto-monnaies. C'est très intéressant, au-delà du fait que ce soit un groupe énorme, parce que bon, ils ont quand même 800 milliards d'euros d'actifs sous gestion, donc c'est assez important. C'est surtout qu'effectivement, c'est une assurance. Et on sait la difficulté des assurances, ou en tout cas d'obtenir ces assurances, RC Pro et autres, dans le cadre des débats réglementaires qui ont eu lieu il y a quelques semaines, et surtout dans le cadre de MiCA qui mettra cette particularité d'avoir un RC Pro et d'avoir une assurance au cœur des débats. Donc d'avoir une assurance qui va avoir ces problématiques d'obtenir une RC Pro, d'obtenir tout ce qui touche aux règles prudentielles demain avec MiCA en 2024, 2025, 2026. C'est les différentes étapes de rentrée en application. Ça sera très intéressant. Ils ont déjà probablement réfléchi à la question. On sait qu'il y a certains acteurs assez importants en France qui discutent déjà avec eux. Donc, c'est un pas supplémentaire très important pour l'écosystème. Et surtout pour cette question des RC Pro et des assurances avec MiCA, quoi. Effectivement, et on voit toujours cet intérêt des institutionnels pour l'écosystème, malgré l'année 2022 qui aurait été bien compliquée. On continue, nous aussi, chaque jour, et grâce à vous, notamment Valentin, de regarder comment cet écosystème est en train de se construire. Alors, dans notre imaginaire collectif, on a tendance à séparer vraiment Bitcoin et NFT, deux univers qui ne se mélangent pas. Les choses sont pas si simples. Au contraire, les choses peuvent même se conjuguer de plus en plus. Les NFT sur Bitcoin de Yuga Labs s'arrachent comme des petits pains vendus aux enchères pour 16,5 millions de dollars en à peine 24 heures. De quoi s'agit-il, Valentin ?
Oui, alors ça c'est un grand débat effectivement depuis toujours que sur les communautés et le rôle des blockchains. On a Bitcoin historiquement, vous recevez Guillaume un paquet de Bitcoin maximalistes comme on les appelle et effectivement c'est pas instinctif de rapprocher Bitcoin et NFT. Et en l'occurrence, si on veut être très précis, on appelle ça des ordinals sur Bitcoin, mais c'est à peu près le même principe et ça a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines puisque c'est un peu devenu un sujet de fond. Est-ce que c'est le rôle de Bitcoin d'accepter ou en tout cas de pouvoir héberger des sortes de NFT, d'images dans sa blockchain? On ne rentre pas dans les détails techniques et pourquoi ça a été un débat très récent, mais en tout cas on rentre effectivement sur Yuga Labs qui est l'une des plus grosses entreprises qui détient les plus grosses et prestigieuses NFT aujourd'hui et collections de NFT dans le monde. Ils ont les Bored Apes notamment et les CryptoPunks. Et ils se sont amusés, alors qu'ils sont très écosystème sur Ethereum, pour faire très simple, à en émettre donc sur Bitcoin. Ça s'est arraché, vous l'avez dit Guillaume, les moins chers sont partis à $30 000 et les plus chers à $159 000. Donc des équivalents à NFT qu'on appelle des ordinals sur Bitcoin qui représentent, c'est toujours la même chose, hein, c'est des NFT, donc il y a tout un tas de choses. Là, c'était des petites boules de couleur. Si on veut essayer de le dire à l'antenne, c'est pas facile d'expliquer ces œuvres d'art, mais en tout cas, effectivement, ça a été un carton complet. Ça a été un peu particulier parce qu'il n'y a pas des plateformes aussi faciles qu'OpenSea et autres, des plateformes d'enchères sur Bitcoin, puisque justement, c'est pas une blockchain qui est créée pour ça. Donc, ça a été quelques astuces où il fallait envoyer ses Bitcoins pour répondre à l'enchère à Yuga Labs, et si Yuga Labs ne vous sélectionnez pas, ou en tout cas qu'il y avait une enchère supérieure, on vous renvoyait vos bitcoins. Donc c'était un peu complexe, mais en tout cas, effectivement, ça a été plus de 735 bitcoins qui ont été vendus pour autant de bitcoins, 735 bitcoins qui ont été échangés dans cette vente pour 16 millions et demi d'euros. Donc un carton plein en moins de 24 heures. Le système d'enchères pose question quand même. Certains disent qu'il pourrait faire le miel des escrocs. On peut en dire un petit mot, peut-être, Valentin? Oui, tout à fait. Effectivement, comme il n'y a pas de plateforme avec des contrats intelligents, comme sur Ethereum, où vous faites une enchère, en fait, vous immobilisez juste votre somme le temps que quelqu'un d'autre mette une enchère supérieure ou que vous soyez accepté. Là, il fallait envoyer vos bitcoins. En l'occurrence, Yuga Labs, c'était quelque chose d'assez sérieux, donc ils ont renvoyé c'est ceux qui n'avaient pas été sélectionnés. Mais si demain d'autres veulent faire la même chose, probablement ils ne les renverront pas, ces bitcoins. Vous n'aurez pas non plus le NFT et ça pourrait être une escroquerie. Donc il faudra faire attention à ça dans le futur. Ouais. Bon, c'est sympa de nous accueillir chez vous d'ailleurs, Valentin, parce qu'on découvre le décor et pourquoi pas faire un NFT de certains éléments de décor. On aperçoit derrière vous, en haut à gauche, juste derrière vous, pour ceux qui nous suivent à la télévision, cet autoportrait, ce selfie magnifique. Voilà, c'est absolument immonde, mais pour ceux que ça intéresse, Valentin proposera des NFT de ce cadre, ce tableau, je sais pas, c'est une photo de vous, Valentin, qu'on aperçoit là, ou c'est autre chose? Juste au-dessus de moi là, Guillaume. Ouais, juste au-dessus de vous, derrière vous. D'insulter toute une partie de l'écosystème crypto ainsi que son créateur, puisque c'est une œuvre de Pascal Boyard qui représente l'un des potentiels fondateurs de donc écoutez, je vous laisserai regarder les réseaux sociaux dans quelques minutes. La communauté va me tomber dessus, pardon, mais à culpa. Je pensais que c'était un autoportrait, c'était plutôt une qualité en l'occurrence, mais bon voilà, pas du tout. Allez, on va terminer, puisqu'on continue d'observer l'écosystème, on va le voir et l'observer aussi, cet écosystème tenter de résoudre une équation compliquée. Comment répondre à la réglementation tout en maintenant la promesse d'anonymat? Un développeur propose pour cela une mise à jour de Tornado Cash. Et Valentin, vous avez 30 secondes seulement pour nous en parler. Bon courage. Effectivement. On en avait parlé il y a quelques mois. Tornado Cash, c'était une application qui permettait de créer un peu de confidentialité dans les blockchains publiques où la confidentialité n'existe pas, puisque si je vous envoie des cryptos, on peut voir que c'est mon compte qui l'a envoyé au vôtre, Guillaume. Donc Tornado Cash, le but, c'était de mélanger plusieurs dépôts pour perdre la trace. La problématique, c'est que effectivement, on perdait la trace des dépôts et des retraits, puisqu'on mélangeait tout ça dans un sac et on ne savait pas quel bitcoin on retirait ou quels Ether en l'occurrence, puisque c'était sur Ethereum qu'on retirait du sac. Mais on pouvait aussi blanchir de l'argent. Donc là, Tornado Cash avait été, rappelez-vous, on en a parlé à quelques semaines après l'été, interdit aux États-Unis. Ces développeurs avaient été, une partie de ces développeurs arrêtés dans différents pays du monde, à Amsterdam en l'occurrence pour l'un des plus importants développeurs. Et donc il y a une mise à jour qui est proposée pour continuer d'apporter quand même cette confidentialité, tout en respectant la réglementation. Et donc, ça serait en gros, pour pas rentrer dans les détails trop techniques, ce qu'on appelle les Zero Knowledge Proof, donc prouver qu'on a une information sans la donner pour isoler les dépôts issus de hacks des dépôts bons qui ne sont pas incriminés pour continuer d'utiliser un peu de confidentialité sur des réseaux publics. Donc, très intéressant de voir comment les deux se conjuguent, justement. Il est fort, il aura réussi à nous l'expliquer en à peine 50 secondes, puis le détail à consulter, on l'imagine aussi sur Cryptost et vos nombreux articles.
Valentin Demey et Tout à ses fait. équipes. Merci Valentin. Merci voilà. Guillaume. Vinci, pas du tout. Merci Valentin. J'ai mis un V au début. Merci Valentin de nous avoir accompagnés en direct.